That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine dans le cadre du Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On est dans Urban Mosley, donc avec Seif Mosley. Mosley, rebonjour. Bonjour, Kokos. Comment vas-tu? Ça va très bien, très bien. Ok, et dans le studio bleu des 104.5, on a l'honneur, le privilège, et c'est un habitué d'Urban FM, de recevoir Monsieur Fridolin Mvemessa. Monsieur Mvemessa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien avec la grâce de Dieu. D'accord. Bon retour à la maison. Bon retour et meilleurs vœux déjà. Parce que merci. depuis cette nouvelle année, vous n'êtes pas passé à la radio. Ben, moi, je suis disponible. J'ai toujours répondu présent à chaque fois que vous me sollicitez. Donc, Exactement. il suffit d'appeler, je serai là. Exactement, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, Mosley, on est avec Monsieur Fridolin Mvemessa. Nous sommes avec M. Fridolin Mvemessa, que tout le monde connaît comme Bien syndicaliste, secrétaire général du Sénat, mais également responsable d'une fédération des syndicats de la fonction publique, l'USAP, voilà. Mais également, on peut le classer dans la catégorie des membres de la société civile. Tout à fait. Voilà. Donc ce matin, nous, on revient sur l'actualité, mais surtout parler du nouveau gouvernement. Vous savez qu'il y a eu de nouvelles nominations, notamment un jeu de chaises musicales avec la nomination de Michel Menga comme ministre de l'Éducation nationale. Donc on va revenir sur cette actualité, mais également aborder des questions inhérentes au fonctionnement, du moins au secteur éducation et à la politique nationale. D'accord. Monsieur Mvemessa, comment avez-vous justement pris à chaud, comme ça, la nouvelle composition du gouvernement? Bien, bon. Quelles sont vos impressions? Bon, comme tous les Gabonais, pas surpris, un peu déçu également, parce que, vous savez, un ministre a besoin de temps pour véritablement remplir sa mission. Parce qu'un ministre, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut déplacer n'importe comment, n'importe quand. Je crois que lorsqu'on nomme un ministre, on a besoin qu'il puisse faire un travail sérieux dans le ministère dans lequel il a été affecté. Il a au minimum besoin de 3 ans au minimum dans un ministère, au minimum. Parce que la première année, c'est l'année d'observation. La seconde année, c'est l'année de la mise en place du projet. Et la troisième année, c'est l'année d'évaluation du projet. Or, lorsqu'un ministre passe 8 mois dans un ministère, c'est un passage pour rien dans ce ministère, parce qu'il aura le temps de rencontrer les collaborateurs, de s'imprégner des problèmes, envie de mettre en place une politique. Mais on lui dit au 9e, au 8e mois que vous n'êtes plus ministre dans ce ministère, allez servir ailleurs. Il n'a servi à rien dans ce ministère-là. Donc je crois que pour bien faire, pour mieux faire, moi je conseillerais à l'exécutif, au pouvoir exécutif, de permettre au ministre de travailler véritablement lorsqu'il est affecté dans un ministère. Qu'on lui donne le temps nécessaire d'impulser une dynamique, et de l'évaluer. Et le gouvernement également pourra évaluer l'efficacité de ce ministre. Est-ce que le temps d'un ministre peut être assimilé à on va dire, à une durée parce que tout à fait, oui. Dans des conditions où nous sommes face à des exigences qui encourage à ce que les ministres soient beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus performants, qu'ils essayent d'implémenter des réformes sur des durées moins longues. Et vous proposez qu'on laisse du temps à un ministre. Est-ce que ce n'est pas en antinomie avec la pensée générale? Non. Il risque. Le ministre n'est pas là pour jouer les pompiers. Parce qu'un ministre à qui on va donner deux mois pour faire un travail va le faire de manière active. Donc il ne pourra pas effectivement de manière sérieuse travailler véritablement pour ce département ministériel. Parce qu'un ministère, c'est pas ma famille ou bien ma maison que j'ai avec ma femme, mes enfants. Non, un ministère, c'est une partie du pays de manière congère. C'est un État congère dans ses différentes compositions. Donc je pense que lorsqu'un ministre arrive dans un ministère, le temps de rencontrer les collaborateurs, le temps de savoir qui est qui fait quoi, qui est affecté à quel poste de travail, ça peut lui prendre 1 mois.
Bon, maintenant, le deuxième mois, c'est de dire, de véritablement s'occuper des problèmes qui se posent dans le ministère. Et d'écouter tout le monde, parce qu'il faut savoir écouter chaque collaborateur et recenser les préoccupations et cette fois-ci, mettre en place une feuille de route, rencontrer les partenaires sociaux de ce ministère et le ministre, dans ce cas-là, va mettre en place un plan de travail qui lui permettra d'agir efficacement. À vous entendre, on a comme l'impression que des 8 mois de passage de Maître Nkey à la tête du ministère de l'Éducation nationale, on ne peut en faire aucun bilan. Pas vraiment de bilan. Et monsieur, parce que, juste pour ajouter... Non, objectivement, on ne peut pas faire un bilan. Parce que lorsque vous arrivez au ministère de l'Éducation nationale en début d'année et que vous êtes incapable de faire des nominations, par exemple, bon, on vous gèle les nominations. Bon, on vous lie la main. Parce que quand vous arrivez, vous voulez faire un travail. Parce qu'il y a l'établissement qui n'a pas de chef d'établissement. Il y a des postes qui n'ont pas de responsable. Au niveau du ministère, par exemple, l'inspecteur général de la pédagogie n'a pas de responsable. Et pourtant, c'est une direction générale importante. Donc, lorsque vous êtes incapable de placer des gens qu'il faut à la place qu'il faut, ben, votre bilan, il est là, c'est-à-dire qu'on vous a lié les mains pour travailler. Donc, vous voulez dire... Monsieur Fridolin, selon vous, à quoi sert la passation de charge? Lorsque un ministre arrive et que l'ancien ministre lui donne, en fait, lui transmet... Des dossiers. La passation de charge, je ne suis pas... Bon, là je spécule parce que je ne suis pas ministre, j'ai jamais fait une passation de service parce que je n'ai pas été chef de service ou directeur général. Je pense qu'objectivement, lorsque vous faites une passation de charge, vous présentez à votre prédécesseur les dossiers que vous avez eu à initier, que vous avez eu à piloter, ou des dossiers en instance. Donc, vous lui faites la cartographie du ministère tel que vous l'avez laissé, et pour que votre collaborateur puisse avoir une lecture claire des actions que vous avez menées au sein de ce ministère. Mais dès cet instant, ça veut dire que vous avez quand même une vision. Oui. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Une vision d'ensemble sur les problèmes. Monsieur Mfemesa, ça veut donc dire que dans cette passation, excusez-moi, comme le disait Gina, il peut justement avoir vos observations. Je pense que 8 mois, c'est... Non. On peut observer ce qui se passe dans ce ministère. Chacun sa manière. Vous aurez juste à faire des annotations sur les observations. Voilà, exactement. Il y a des observations faites pendant 8 mois. Prenons le cas de l'éducation nationale. On peut vous dire, il n'y a pas... j'avais un problème de... j'ai laissé le dossier de l'ENES, par exemple. Parce que je sais que le ministre Nkey, parlant de lui, au ministère de l'Éducation nationale, nous avons travaillé sur le dossier de l'ENES. Alors, il était prévu qu'on organisât un conseil d'administration au mois de janvier, par exemple. Parce que le dossier de l'ENES est bloqué. L'ENI est fermé. Donc, les enseignants ne sont pas formés. Bon, lorsque le ministre arrive, on lui dit il faut s'occuper, il faut s'attaquer du problème de formation des enseignants. Or, le problème de la formation des enseignants a plusieurs... à plusieurs aspects qu'il faut aborder. La formation à l'ENES, la formation à l'ENI, former d'autres encadreurs, où, quand, comment. Donc, est-ce que nous avons de la ressource? Est-ce que nous avons le budget? Donc, il faut se poser un certain nombre de questions. Donc, le problème n'est pas aussi facile, parce que lorsqu'on vous laisse des orientations, mais il revient à vous de revenir sur ce que votre collègue vous a dit, et pour voir avec les collaborateurs les tenants et les aboutissants de ce que vous devez faire au sein de votre ministère. C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous êtes je me permets de le dire, un professionnel en fait de l'administration gabonaise. Vous savez exactement comment ça fonctionne et dedans, alors ce qu'on aimerait comprendre, c'est dans ce cas, qu'est-ce qu'on appelle la continuité du service public. Parce que, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si en 8 mois, 1 an, 2 ans, quelqu'un est incapable en fait de poser des actions concrètes, c'est aussi parce que d'une certaine manière, lorsqu'un Gabonais est mis à un poste, lorsqu'il arrive, il a toujours envie de refaire la roue en fait. Il veut pas continuer ce que l'autre a commencé, il veut reprendre ses choses à lui, histoire de prendre sa trajectoire. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça rentre en compte? Oui, je pense que chacun est unique. Et chacun a une manière d'aborder les problèmes, d'aborder les choses. Et tout le monde ne peut pas utiliser la même stratégie. Donc, à chacun sa stratégie, à chacun sa méthode. Et lorsque vous arrivez dans un ministère, la plus simple des choses à faire, c'est de rencontrer les collaborateurs. C'est la première chose qu'un ministre fait. Et savoir qui est où, qui fait quoi, et quels sont les problèmes que ces collaborateurs rencontrent. Après cette étape-là, on rencontre les partenaires sociaux de ce ministère. Et au vu des éléments que votre collègue vous a laissés,
vous essayez maintenant de vous adapter et d'implémenter tout ce qui a été dit. Bon, il peut arriver que les problèmes ne sont pas faciles. Par exemple, concernant le problème de l'éducation, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de geler la formation pour 3 ans. Le gouvernement a décidé de geler les situations administratives. Bon, c'est un gros problème qu'un ministre va trouver. Bon, comment il fait quand c'est une décision du gouvernement? Bon, on dit qu'il ne faut pas former. Mais vous savez que vous avez besoin d'enseignants parce que dans les établissements scolaires du Gabon, nous sommes en déficit. Il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de professeurs de sciences, il n'y a pas de professeurs de français, il n'y a pas de professeurs... Les écoles primaires sont vides. Et l'ENI est fermé depuis 2 ans. Comment on fait? Je crois que un ministre qui a besoin de travailler va écrire à son collègue de la fonction publique ou au Premier ministre pour dire « Cette décision du gouvernement me pénalise », même si, par ailleurs, elle règle un problème, parce que c'est le problème le Gabon étant en discussion, en collaboration avec le FMI. Voilà, donc en programme avec le FMI. Donc le FMI ayant imposé, entre guillemets, cette démarche, donc le ministre va demander à son Premier ministre de lui donner carte blanche afin que les formations soient organisées. Monsieur Mvemissa, il peut être entendu comme il peut ne pas être entendu. Monsieur Mvemissa, donc je pense que le ministre a quand même eu un état de grâce, 8 mois sans perturbation, sans problème quelconque de la part des partenaires sociaux. Oui. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire bouger les lignes en ce qui concerne les problèmes inhérents à l'éducation aujourd'hui, quand on sait qu'il y a des dizaines du moins il y a au moins 2 promotions par exemple de l'ENS qui sont rentrées en grève par exemple. Mais c'est pas le ministre Nkeya qui a la solution. Le ministre Nkeya fait la demande au ministre du budget pour les pots budgétaires, pour les salaires justement. Mais votre collègue, vous êtes ministre de l'Éducation, vous n'êtes pas ministre du budget. Vous faites la demande, vous dites j'ai entre les mains 1500 agents qui ne sont pas payés. Il y a même la promotion 2017 n'est pas affectée. Donc, il faut le dire parce qu'il a refusé d'affecter les enfants parce qu'il savait qu'ils risquent de ne pas être payés pendant des années. Donc, il fait la demande au ministre du budget, mais c'est le ministre du budget qui doit dire l'éducation est une priorité pour notre gouvernement. Donc, on fait tout pour trouver les pots budgétaires à cet agent-là. Or, lorsque le ministre de l'Éducation fait la demande, mais le ministre du budget fait, entre guillemets, le mauvais cœur, il ne met pas ça à disposition des donc l'inaction ou le manque d'action concrète de la part de Maître Nkeya pendant les 8 mois peut être lié au fait qu'il n'y a pas eu de solidarité de la part du ministre du budget. Mais on peut le dire, puisque le ministère de l'Éducation est un ministère technique. C'est un ministère technique qui, effectivement, qui met en place la politique en matière d'éducation. Mais il a besoin d'autres ministères pour remplir consciencieusement sa mission. Il a besoin du ministre du budget, il a besoin du ministre de l'Éducation nationale, il a besoin du ministre de l'enseignement supérieur. Or, vous savez que le Maître Nkeya a organisé le conseil d'administration d'ENS, qui ne s'était jamais organisé depuis plus de 10 ans. On a mis en place une boussole qui devait nous permettre effectivement de régler le problème de formation, de régler le problème du statut de l'ENS qui est dévoyé aujourd'hui. Malheureusement, bon, il a transmis le dossier à son collègue Michel Menga qui arrive, qui est un ancien du ministère, mais nous espérons simplement, comme vous l'avez dit, que le nouveau ministre suivra effectivement la piste tracée par son prédécesseur. La nomination de Michel Menga comme nouveau ministre de l'Éducation nationale, alors qu'il a déjà été à ce poste, est-ce que ça augure des lendemains meilleurs dans les jours prochains? Je dis oui et non. Bon, si Michel Menga qui a occupé le ministère de l'Éducation avant les années 2009, parce qu'il est parti du ministère de l'Éducation nationale en 2009, à l'arrivée du président Ali Bongo, bon, on garde quand même un bon souvenir du passage du ministre Menga. D'abord, c'était un ministre qui aime le dialogue, qui aime discuter avec les partenaires. C'est un ministre qui est pragmatique et pratique. Parce que les solutions, il les cherche de manière pratique. Bon, il ne reste pas dans le virtuel. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, c'était le seul ministre qui a, en partant, a laissé des chantiers. Malheureusement, qui sont inachevés aujourd'hui. Bon, il a laissé le CS d'Avorbam, qui est toujours inachevé, le lycée de Mikolongo. Bon, il a laissé plusieurs chantiers. C'est lui qui a fait le lycée qui est à côté du gouvernorat, le lycée Bigman, vous voyez, en demandant à ce que Mabinat, en demandant à ce que la maison de parti soit transformée en lycée.
Voyez-vous? Donc c'est un ministre, et puis qui a réussi effectivement à mettre en place une gestion pratique des examens et concours. Bon, nous espérons qu'il n'a pas changé entre-temps, parce que l'homme change avec le temps. Alors aujourd'hui, quels pourraient être les chantiers prioritaires pour lui? Alors pour lui, comme pour tous les ministres, nous disons la formation des enseignants, la construction des structures et la gestion des carrières des enseignants. Parce qu'aujourd'hui... C'est intéressant, M. Fridolin, parce que dedans, je n'ai pas entendu la question de la sécurité dans les établissements l'amélioration du cadre de travail. Non, M. Fridolin. Quand on dit la formation des enseignants, quand on dit la situation administrative, quand on dit... La gestion des carrières. La gestion des carrières. Bon, ça, c'est des problèmes les plus importants. Mais n'empêche que dans la gestion au quotidien du secteur de l'éducation, sous tutelle, il doit pouvoir faire en sorte que les chefs d'établissement puissent avoir non seulement la main libre, mais également puissent avoir le maximum de confort qu'il faut pour gérer le personnel. Parce que aujourd'hui, pourquoi on demande de construire les établissements? Mais parce que pour désengorger nos lycées et nos écoles. Parce que plus un lycée, je prends par exemple le lycée Léomba, qui devient un bateau ivre, avec plus de 9000 élèves. On ne peut pas. Une seule personne ne peut pas gérer 9000, ou 3 personnes ne peuvent pas gérer 9000 élèves. Donc, pour bien gérer, pour effectivement suivre ces élèves, il faudrait que le nombre, qu'il y ait une certaine cohérence, qu'il y ait une certaine, comment dire, adéquation entre la taille de l'établissement et le nombre d'élèves qui est affecté. Donc, on ne peut pas de surcroît bonder, on ne peut pas surcharger un établissement qui peut accueillir 400 élèves, on y met 1000 ou 2000 élèves. Mais Monsieur Fridolin, comment, je profite de l'occasion que vous soyez là aujourd'hui. Vous êtes un professionnel de la question de l'éducation au Gabon et notamment dans le domaine syndical. Comment vous expliquez aujourd'hui, je mets ça en griffe, le silence en fait de certains syndicats de l'éducation nationale, et je vais expliquer le silence que je venais d'utiliser, le silence de certains syndicats, de certaines représentations d'enseignants de l'éducation nationale sur la question de la sécurité au sein des établissements scolaires. Quand aujourd'hui, on se souvient, il y a quelques années en avant, si on parlait des primes, si on parlait des avancements, des carrières et tout, les enseignants étaient tout à fait capables de bloquer les cours, de marcher et ainsi de suite pour réclamer de l'argent. Là, on parle quand même de la vie de certaines personnes qui sont mises sur la table. C'est passé des enfants qui étaient poignardés à l'intérieur des établissements scolaires. Ça a pris aujourd'hui le niveau des enseignants, dont un censeur qui a été poignardé pour avoir confisqué des téléphones portables. Et ce matin dans le journal, on a un autre enseignant qui a une jambe brisée pour avoir ramené à l'ordre un élève dans sa classe. Donc pourquoi aujourd'hui, que ce soit les syndicats, que ce soit les enseignants, on ne voit pas de grands mouvements comme on en voyait lorsqu'il s'agissait de demander de l'argent? Et surtout, quel regard portent les syndicats sur cette question de la sécurité en milieu scolaire? Bien, alors vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu mort d'homme au lycée Mba, je crois dans le Guelolo, à Koulamoutou, le Sénat avait fait un point de presse, une déclaration de presse condamnant et demandant instamment à ce que le gouvernement réinstaure le service de sécurité scolaire et que le ministère puisse former le personnel d'encadrement qu'il faut. Bon, mais aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves qui essayent d'instaurer au sein de l'établissement un semblant de sécurité, ce qui n'est pas suffisant. Mais alors que le ministère, aujourd'hui, l'État démissionne devant ses missions. Bon, ce sont les enseignants qui sont aujourd'hui maltraités, mais il y a également les élèves entre eux qui se font la guerre, qui se font assassiner, qui prennent de la drogue, qui sont violés, les filles qui sont violées en groupe. Donc voilà, donc autant de questions qui doivent effectivement interpeller non seulement la société, mais également notre ministère. Donc, nous avons fait des propositions, nous avons mis ces problèmes-là dans nos cahiers de charges, mais malheureusement, on constate que on nous renvoie toujours, on va dire, ce qu'on dit, le Gabon aime dire, on va faire. On ne fait jamais. Et c'est ça qui est désolant. Donc on ne peut pas accuser le temps mis à un poste ministériel pour justifier de l'échec d'un ministre. Non, on peut pas dire que le ministre Sanker a échoué. Non.
on a changé de place, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé. Mais il n'y a pas eu de résultats probants, des résultats escomptés, les attentes des populations, parce que la période de montée de la violence dans les écoles, on est parti de l'époque de Nadine Anguillet jusqu'à son époque. Mais on n'a jamais eu une réaction assez poussée de sa part. Il faut dire que ni le ministre Anguillet, ni le ministre Nkeya n'ont eu le temps matériel de faire quoi que ce soit. Parce que lorsque le ministre Anguillet arrive, elle n'est pas restée un an. Elle est partie. Et au même moment, on amène le ministre Nkeya, qui, une fois se penche sur les dossiers, je vous prends un cas, le cas de l'ENS, parce que qui est décrié. Bon, alors, il s'appuie sur ce problème-là pour le régler une bonne fois pour toutes. On organise un premier conseil d'administration et l'autre conseil d'administration était prévu pour le mois de janvier. Malheureusement, il s'en va. On nous amène le ministre Michel Manga. Nous pensons simplement que lorsque le nouveau ministre va se pencher sur les questions, on va lui laisser le temps d'aller au fond. Parce que régler le problème de sécurité, c'est pas dire, bon, il a pris une solution de mettre en place, de solliciter l'apport de la police, par exemple, avec son collègue, le ministre de l'Intérieur. Bon, les policiers ont posé des conditions. On est passé, il faut motiver ceux qui seront faits dans l'établissement. On a commencé 1 mois, 2 mois après, ils se sont retirés. Donc, voyez, mais comment, en tant que ministre de l'Éducation nationale, peut-il régler à lui seul le problème de sécurité? C'est un problème qui, vous savez qu'il y a eu une rencontre tripartite entre le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Justice et le ministre les responsables du ministère de l'Intérieur. Il y a eu des rencontres de cette autre administration pour mettre en place une police scolaire, pas une police scolaire, une commission, une force d'intervention rapide qui effectivement va interagir avec le juge chargé des mineurs et les responsables de la police et l'éducation nationale pour que lorsqu'on signale un fait dans un lycée, les éléments de la police vont sur les lieux rapidement et l'élément qui est le mis en cause est traduit devant les institutions compétentes via le juge pour enfants. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas également indexer ou même mettre à l'index la qualité du management scolaire aujourd'hui? Parce que ce matin par exemple Gina parlait d'un lycée du côté de Port-Gentil où on a pu voir le filtrage à l'entrée de l'établissement, une organisation qui faisait en sorte qu'on essayait de fouiller minutieusement l'ensemble des élèves. Fouille au corps et fouille du cartable. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème de management dans les établissements à Libreville? On a également à travers le Gabon. Non, on a un problème de personnel. Parce que quand on affecte un surveillant, parce que ceux qui sont chargés de maintenir la discipline dans l'établissement ou dans la sécurité, dans les écoles, ce sont des surveillants qu'on affecte dans l'établissement. Mais quel type de surveillants on affecte généralement? Ce sont des gens malades. Ils sont vieux. Des gens qui sont à la veille, qui attendent leur retraite. Donc ce sont ces personnels-là qu'on affecte, qui ne sont pas formés pour effectivement déceler les drogues, ceci dans la poche des élèves. Bon, je pense qu'il faut, nous avons proposé là-dessus, ça c'est une proposition concrète, nous avons proposé la formation d'un personnel effectivement dédié à la sécurité scolaire. Donc le recrutement et la formation des jeunes qui sont aujourd'hui, qu'on peut prendre avec le niveau 3e, terminal, bac ou bac plus, qu'on pourra spécialiser dans la sécurité, l'encadrement des élèves, au plan sécuritaire, au plan accompagnement, au plan conseil. Donc on forme, on a demandé de former ces gens-là. Et en leur donnant les moyens qu'il faut. Parce qu'une chose est de former, une autre chose c'est de permettre à ces gens-là de travailler véritablement. Donc c'est une proposition que les syndicats ont fait, que le Sénat a fait à son époque, mais cette proposition-là est toujours pendante, mais nous attendons que le ministre soit preneur de cette proposition-là. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, il y a l'insécurité. Oui, il faut non seulement former, mais également il faut que ce personnel-là soit là en quantité et en qualité pour pouvoir fouiller une fouille corporelle, les cartables. Voir les cartables, détecter les comportements. Parce qu'il faut également détecter, parce qu'on peut détecter en quelqu'un des comportements négatifs et on pourra l'accompagner effectivement tout au long de son cursus au niveau du lycée.
D'accord. Monsieur Vemessa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu de notre radio. Mosley, merci. Gina, merci beaucoup. Vous étiez sur le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. C'est ton dernier jour. Le plus haut de la capitale, c'est mon dernier jour. Et je finis avec Monsieur Vemessa. Mais quand même, c'est super, hein. C'est une grâce alors. C'est une vraie grâce, Monsieur Vemessa. On vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5 et surtout un très bon week-end à vous. Merci. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5.